Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'Hebdo, l'émission de la rédaction. Pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine, voici les titres de ce vendredi 6 octobre. 500 entreprises présentes, 700 participants. Le monde de l'économie avait rendez-vous jeudi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour la deuxième édition du Sky Business Day. Retour sur l'événement en début d'émission. Carl Olive est notre invité fil rouge pour cette émission. Le maire de Poissy vient de lancer une nouvelle association, Génération Terrain, un mouvement qui se veut transpartisan et qui vise à rassembler les bonnes pratiques sans pression des partis politiques traditionnels. Enfin, dans le reste de l'actualité, retour sur le déplacement de la ministre des Transports à Versailles, où une expérience de tri alimentaire qui a lieu en ce moment dans une école élémentaire à Magny-les-Hameaux. Entrepreneurs et décideurs politiques étaient donc réunis jeudi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'enceinte accueillait la deuxième édition du Sky Business Day pour favoriser les échanges et les rencontres entre les acteurs économiques locaux. Les détails avec Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. Des tables, des rendez-vous en tête-à-tête, mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un speed dating amoureux, mais de rencontres professionnelles. C'est le concept du Sky Business Day. Pour la deuxième année consécutive, cette convention d'affaires réunit grands groupes PME et TPE. En tout, 600 entreprises ont investi le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Tout le monde parle d'emploi, mais il y aura plus d'emplois si vous augmentez l'activité économique de nos entreprises. Donc c'est ce que l'on fait. En démultipliant leurs prospects, donc leurs clients, vous augmentez leur activité économique et donc, bien sûr, l'emploi. Ces deux entreprises basées sur notre territoire ne se connaissaient pas. L'une est spécialisée en prise de vue aérienne. La deuxième propose des loisirs connectés dans les milieux aquatiques. 25 minutes plus tard, l'entretien s'est révélé fructueux. Dès le début d'année, c'est effectivement se revoir pour préciser effectivement quel type d'événement on va pouvoir prévoir et mettre en place pour le printemps-été 2018. Nouveauté de cette édition 2017, le village de l'innovation. 10 startups implantées à Saint-Quentin en Yvelines ont été sélectionnées pour mettre en avant leurs innovations. Parmi elles, Take&Be, un service de commande et de livraison qui verra prochainement le jour et qui a pu multiplier les contacts lors de l'événement. On a rencontré la Banque Populaire, on a parlé des financements, c'est très important pour une start-up. Il y a un effet de levier qui est important pour nous pour qu'on puisse développer notre solution. Et le groupe hôtelier, un groupe hôtelier justement, on aimerait connaître leurs besoins en matière de livraison. Les entreprises de Saint-Quentin en Yvelines vont d'ailleurs pouvoir mieux se connaître grâce à la Sky Business Map présentée lors de l'événement, un outil interactif qui permet de découvrir l'ensemble de l'écosystème territorial. Et vous l'avez vu dans ce sujet, Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Elancourt et vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, était présent pour ce rendez-vous. Nous avons profité de l'occasion pour évoquer avec lui la succession de Michel Laugier, fraîchement élu au Sénat à la tête de l'agglomération. Jean-Michel Fourgousse a remporté cette semaine une élection interne à la droite et sera ainsi le candidat de la majorité. Il a donc de fortes chances de devenir le nouveau président de Saint-Quentin en Yvelines. On l'écoute au micro d'Aurélie Ronze. Ça se présente bien. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues élus qui jouent le jeu. En plus, qui m'ont dit que parce que c'est normal, il y avait plusieurs tendances, mais qui voteront normalement, puisqu'on est quand même majoritaire de toute façon, bien sûr. Mais non, je suis optimiste. Il peut y avoir 2 ou 3. Vous savez, c'est la vie démocratique. J'étais député à l'Assemblée nationale, vous savez, avant de mettre 577 députés d'accord sur quelque chose, j'ai vécu ça. Mais globalement, il y a une vraie tendance. Et ce chamboulement à la tête de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines est la conséquence directe des élections sénatoriales, des élections qui ont profité largement aux Républicains dans les Yvelines avec 5 postes raflés sur 6. On va parler de ce sujet avec notre invité fil rouge, Carl Olive. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Carl Olive, vous êtes maire de Poissy, vice-président du conseil départemental également. Vous avez conquis ces mandats à l'époque avec l'étiquette UMP. Est-ce que vous avez encore l'étiquette LR aujourd'hui, puisqu'il y a des informations qui courent comme quoi vous pourriez potentiellement quitter le parti? Est-ce que c'est le cas? Alors j'ai effectivement été élu sous l'étiquette UMP, puis les Républicains en 2014 et en 2015. Aujourd'hui, je suis toujours sous l'étiquette LR. Je n'ai pas renouvelé mon adhésion, on va y revenir.
dire, je me sens profondément d'abord un élu de terrain, sous, je dirais, couvert d'une droite sociale, humaniste et moderne. Vous attendez les élections de la présidence au mois de décembre pour savoir si vous renouvelez ou pas? En gros, si Wauquiez remporte l'élection, Carl Olive pourrait quitter le navire LR. Je n'attends strictement rien, parce que je ne mène pas une politique de terrain en fonction des étiquettes, évidemment. J'aime à dire que le matin, quand je me lève pas en me disant je vais faire une politique ni de gauche ni de droite, mais plutôt une politique juste et équilibrée. Donc, mais moi, eux, les gens votent aussi pour les partis, généralement, puisqu'ils ont une fibre de droite ou de gauche. Je crois que c'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas, c'est avec les élections. Le séisme des présidentielles a montré qu'aujourd'hui, il fallait peut-être passer à autre chose, et c'est un petit peu le sens de la démarche que je mène avec mon ami Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye. On va en parler de Génération Terrain, c'est le mouvement que vous avez lancé, mais encore un mot sur LR dans le 78. Alors, on va dire globalement que le parti se trouve dans une situation paradoxale, élection législative catastrophique, un poste sur 12 seulement, sénatoriale plutôt bonne, 5 postes sur 6. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne voit plus le président du parti, David Douillet. Qu'en est-il de LR dans les Yvelines? Bon, d'abord, je pense qu'il faut d'abord féliciter la formidable campagne de terrain de Gérard Larcher, le président sortant et donc nouveau président du Sénat. 262 visites sur les 262 communes du département. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de surprise. Quand vous êtes ancré sur le terrain, quand vous êtes convaincu de ce que vous faites, forcément vous êtes convaincant. Et aujourd'hui, 5 candidats au Sénat sous l'étiquette LR autour de Gérard Larcher ont été élus sur 6. C'est le fruit d'un travail juste exceptionnel. Moi, j'aime à dire que le travail entraîne le talent entraîne la chance et la réussite. Là, il y a d'abord eu du travail et il y a toujours du talent chez Gérard Larcher. Ce qui veut dire potentiellement que, par exemple, David Douillet ne travaille pas assez, n'est pas assez sur le terrain pour LR dans les Yvelines. On ne va pas non plus comparer des séquences électorales où on s'aperçoit que la législative a été d'abord une élection très nationale avec la continuité de ce que souhaitaient les Français, c'est-à-dire de donner le crédit et la chance, entre guillemets, au président Macron. Ensuite, on a un retour des choses qui montre que lorsque vous êtes candidat au Sénat, il faut savoir de quoi on parle. Il y avait 12 listes, il y a 7 listes emmenées par Gérard Larcher qui est arrivé largement devant. Et tant mieux, c'est un gage aussi d'assurance aussi pour les élus de terrain que nous sommes. Parce que la réalité... Le travail paie déjà. Et la réalité, c'est celle du terrain. Hein. C'est pas celle des bureaux, on y reviendra. C'est pas celle du sommet de l'État, c'est celle du terrain. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, les élus de terrain, de gauche comme de droite, soient un tout petit peu plus entendus et écoutés, plutôt que de nous imposer des choses qui ne conviennent à personne. Alors le terrain, c'est l'objet principal du mouvement, de l'association que vous avez lancé, Génération Terrain, avec le maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard. C'était fin septembre, le lancement officiel. Question simple et peut-être naïve, mais essentielle. À quoi ça sert concrètement, cette association? Arnaud Péricard, Pauline Vinocourt-Lefebvre, qui est vice-présidente au département des Yvelines et puis élue à Montfort-l'Amaury. À quoi ça sert? C'est simplement un laboratoire de bonnes pratiques et puis un échange aussi de bonnes idées qui se passe sur le terrain. On est dans la droite ligne de ce qu'on a monté avec Arnaud et Olivier de l'affaire, le Club des Loges, qui était en quelque sorte un club de réflexion avec des élus, des non-élus. Là, on souhaite aller plus loin pour créer ce mouvement humanisme moderne, ouvert. De droite ? Pas forcément de droite, j'irais plutôt d'une philosophie de droite sociale humaniste telle que nous le sommes avec Arnaud Péricard et Pauline, mais d'abord de son côté pragmatique. On a des échanges de bonnes idées qui fonctionnent dans nos communes. Et nous, si ça fonctionne dans nos communes, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à l'échelle d'un territoire et peut-être un peu plus loin. Aujourd'hui, on est à peu près 100. Et cette semaine, on a un collègue élu dans le Gers qui nous a rejoints. On a un conseiller départemental du Finistère qui nous a rejoints. On voit bien que nous sommes dans le vrai. Mais ça, dans le vrai, pardon de le dire, les élus de terrain, les collègues maires, encore une fois, de gauche comme de droite, le sont dans le vrai. La seule difficulté, c'est pour ça qu'on essaie de faire bouger les lignes, c'est qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Pardonnez-moi Nicolas de poursuivre. Les emplois aidés faits sans aucune concertation, on sait que c'est un pansement sur une jambe de bois. Là on évoque des sujets politiques. Ouais. Est-ce que ça veut dire que Génération Terrain a
a vocation à devenir un moment un mouvement politique. Si la mayonnaise prend, si c'est une affaire qui roule, qui marche, qui permet d'englober beaucoup de personnes, est-ce que vous aspirez à devenir un mouvement politique? On n'est pas un mouvement politique. En revanche, on est une association et on sait que cette association va peser sur le territoire. C'est d'ores et déjà le cas. On sera également présent dans toutes les séquences, mais il n'y a pas de difficulté à être complémentaire d'autres structures. Je prends le cadre du département des Yvelines. Pierre Bédier a créé un groupe qui s'appelle Ensemble pour les Yvelines, qui fonctionne très très bien avec différentes sensibilités. On est capable d'être complémentaire effectivement de cela. Tout ça, c'est pour dire que en fait, les partis traditionnels, les étiquettes traditionnelles type LR, ça ne marche plus. Les gens, ça n'accroche plus avec le citoyen, avec l'électeur. Écoutez, on peut quand même tout simplement constater que la séquence présidentielle a été catastrophique pour la droite comme pour la gauche. Il s'est quand même passé quelque chose. Aujourd'hui, est-ce qu'on entend beaucoup parler la crédibilité des Républicains? Est-ce qu'on entend beaucoup parler la crédibilité des élus socialistes? Non, il faut dire les choses, non. Et pourtant, il y a des personnalités très efficaces dans ces deux obédiences, entre guillemets. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, on dépasse les clivages pour être dans un sens, je dirais, pragmatique par rapport à ce qui se fait. Alain Juppé à Bordeaux, le tramway c'est exceptionnel. François Rebsamen, sénateur de gauche à Dijon, le tramway c'est exceptionnel. Mais voilà, c'est de ces exemples-là qu'il faut s'inspirer. Il y a des élus de La République En Marche qui sont déjà au sein de Génération Terrain. Parce qu'on ne va pas se mentir, Génération Terrain, ça ressemble un peu au mouvement lancé il y a plus d'1 an maintenant par Emmanuel Macron En Marche. Ouais, je dirais que si vous parlez de cela, je vous renvoie aussi au Club des Loges qu'on a lancé il y a 6 ans maintenant avec Emmanuel Arnaud Macron se serait inspiré du Club des Loges. Moi, je ne sais pas si Emmanuel Macron s'est inspiré. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour le coup, Emmanuel Macron a d'abord passé beaucoup de temps sur le terrain avant de mailler ce qu'il a pu proposer, avec effectivement un alignement des planètes qui se reproduira peut-être pas d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années. Nous, simplement, humblement, modestement, on a des idées, on met en place des choses dans nos collectivités depuis 2014 qui fonctionnent très bien. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ces échanges de bonnes pratiques peuvent faire en sorte d'être dans un meilleur vivre ensemble où les différentes sensibilités viennent simplement se compléter au service de l'intérêt général et d'une richesse. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et concrètement, comment ça va se passer sur le terrain? Vous allez faire des réunions publiques, aller vers les gens, ou ça restera confiné entre élus? Alors, c'est un mouvement qui est d'abord dirigé vers les élus, pour les élus, avec les élus évidemment, mais on va prendre des exemples qui, encore une fois, se passent bien. Je vous en donne un. À Poissy, on a instauré une taxe qui s'appelle sur les friches commerciales, où quand un propriétaire de baux, donc de commerce, n'a pas son commerce qui est ouvert depuis 2 ans, il est taxé à 20%, 30%, 40% les 3 années suivantes. Mais ça fonctionne. Puisque 50 ans, Yvelines a mis la même taxe en application depuis quelques temps. Exactement, et on s'aperçoit que sur 15 commerces, il y en a 8 qui sont ouverts, qui ont rouvert, qui n'étaient pas rouverts depuis plusieurs années, et en plus la ville a récupéré 42 000 €. Voilà des petites choses, des petits exemples qui fonctionnent, et je sais que les collègues de Génération Terrain vont pouvoir s'en inspirer. De la même manière que Arnaud Péricard actuellement à Saint-Germain-en-Laye est en train d'expérimenter une nouvelle forme de société d'économie mixte qui s'appelle la CEMOP pour la restauration scolaire. Je pense que c'est très intéressant parce que ça nous permet de générer des économies et d'être force de proposition. Alors, et c'est concret. Une dernière question un peu plus politique. Forcément, est-ce qu'à terme, on pourrait voir Arnaud Péricard et Carl Olive rejoindre La République En Marche concrètement en 2018? Je veux dire, il n'y a aucune actualité, il n'y a pas de sujet par rapport à cela. Si la politique d'Emmanuel Macron fonctionne, marche, est efficace, vous parliez d'efficacité, de politique qui marche, il y aurait intérêt et sens finalement à rejoindre ce mouvement. Mais moi, je suis tout à fait capable de dire que le président Macron a eu une excellente initiative au lendemain de son élection. C'est le retour de la semaine des 4 jours en matière de réforme scolaire que nous attendions depuis 4 ans. J'applaudis dès demain. Mais quand je vois, par exemple, que dans les Yvelines, le président Bédier va pouvoir s'appuyer sur les détenteurs du RSA pour les intégrer en matière d'emploi et qu'on a quasiment 200 jeunes qui retrouvent de l'emploi par rapport à ça, j'applaudis également dès demain. Je pense que ici... Exactement. Je pense qu'ici, dans les Yvelines, au département notamment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être prises en exemple. Et j'espère qu'on pourra s'inspirer de cela pour que demain, le futur parti des Républicains dans les Yvelines soit d'abord un parti de pragmatisme, avant d'être un parti où chacun vient, entre guillemets, se tirer dans les pattes, etc., ce qui est aujourd'hui, pour moi, plus d'actualité. Carl Olive, restez avec nous, on passe tout de suite à l'actualité de la semaine.
L'actualité locale cette semaine marquée par la visite jeudi d'Elisabeth Borne. La ministre chargée des Transports s'est rendue sur le site de l'Institut VDCOM à Versailles. La ministre a pu assister à plusieurs présentations et démonstrations de véhicules du futur. Reportage sur des images de Nicolas Dandry. La ministre des Transports était accompagnée d'un vice-président de la Commission européenne pour découvrir certains prototypes de l'Institut VDCOM, que ce soit la voiture électrique qui se recharge toute seule en roulant ou cette voiture blanche prototype du transport à la demande autonome. Puis quand la mission aura été acceptée par le poste de commande centralisée, va venir se positionner ici. Il y a beaucoup de territoires dans lesquels il faut tout simplement répondre aux besoins des gens qui n'ont pas le permis de conduire ou qui n'ont pas la possibilité de conduire une voiture. Et je pense que des solutions de ce type-là, demain, dans des zones peu denses, ça pourra tout à fait répondre à cet enjeu de la mobilité pour chacun. En pleine assise nationale de la mobilité, cette visite visait aussi à saluer le travail de l'Institut Versaillais VDCOM. Depuis sa création il y a 3 ans, l'Institut est devenu un leader européen dans la recherche de solutions innovantes pour les transports. Financé par des acteurs de l'automobile et différentes collectivités, VDCOM dispose aujourd'hui d'un budget annuel de 30 millions d'euros. Les axes dans lesquels on se dirige sont clairement les axes qui sont poussés à la fois par la France et par l'Europe. C'est des axes de mobilité avec plusieurs modes en même temps, c'est des axes d'efficience énergétique, c'est aussi des axes dans lesquels le véhicule autonome apporte un vrai plus sur le transport à la demande. Pour poursuivre son développement, VDCOM prévoit de s'installer l'an prochain dans de nouveaux locaux à Versailles-Satori. Et la venue de la ministre des Transports à Versailles était l'occasion aussi de clarifier pour elle d'autres actualités, et notamment celle de la ligne 18 qui doit relier à l'horizon 2030 l'aéroport d'Orly à Versailles dans le cadre du Grand Paris Express. Des rumeurs récentes ont fait part d'un abandon potentiel du projet par le gouvernement pour des raisons économiques. Elisabeth Borne s'est voulue rassurante sur le sujet, mais sans évoquer la question du calendrier. Écoutez. Il n'est pas question de remettre en cause les trajets tels qu'ils ont été discutés dans le cadre du Grand Paris. Comme pour l'ensemble des infrastructures, on doit réfléchir à une programmation et à des calendriers, mais personne n'a l'idée de remettre en cause les trajets, le réseau du Grand Paris tel qu'il a été arrêté. Donc la ligne 18 arrivera dans les Yvelines. Carl Olive, j'imagine que c'est un sujet que vous suivez de près en tant qu'élu du conseil départemental notamment. Est-ce que vous êtes rassuré par de tels propos, puisqu'il y avait vraiment des rumeurs insistantes cet été sur un potentiel abandon du projet? Là encore, c'est une décision de bon sens et qui effectivement va rassurer pas seulement le conseil départemental, mais évidemment l'ensemble des habitants du territoire. Et ça va dans la droite ligne de ce que nous mettons en place dans le nord des Yvelines. Je pense notamment au RER E et les 9 nouvelles gares entre Mantes-la-Jolie et Poissy, mais également le tramway que nous allons installer à Poissy, parce que ce tramway va créer une interconnexion et on a besoin du soutien de la ministre Borne par rapport à cela, puisque ça a été voté à la fois par le conseil régional, par le conseil départemental, avec Valérie Pécresse et Pierre Bédier, et qu'aujourd'hui l'État, évidemment, est un appui considérable par rapport à ça. Il va métamorphoser véritablement le quotidien de tous nos habitants. Oui, c'est une bonne nouvelle, elle est plutôt rassurante. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que ça en devienne une priorité en termes de calendrier, comme j'aimerais que la ministre puisse ouvrir les dossiers comme le contournement de la ville de Poissy de nos territoires, comme la 104. Vous parliez de calendrier. Les élus à la base souhaitaient même que ce trajet aille à Versailles à partir de 2024 et pas 2030. Aujourd'hui, c'est peine perdue. On va dire déjà, si le trajet se fait, c'est bien. Alors en 2024, c'est un peu trop espéré. Oui, non, il ne faut pas prendre non plus les élus pour des naïfs, et que évidemment, l'idée, c'est encore une fois de se mettre autour de la table dans l'échange pour montrer et prouver à Madame la ministre Borne qu'il y a des priorités en termes de calendrier par rapport à cela. Parce que 2030, on est en priorité 2 quasiment, et en 2030, je ne sais pas ce que vous ferez, moi non plus, et est-ce qu'on aura les mêmes volontés? Aujourd'hui, encore une fois, la volonté, elle est là, de part et d'autre. Mettons-nous autour de la table et dégageons des priorités. Il me semble que c'est le signal envoyé par le président de la République. Alors, cette question de la ligne 18 est évidemment liée à l'avenir de la métropole du Grand Paris. Là aussi, beaucoup de rumeurs. Des annonces seront faites fin octobre par Emmanuel Macron. Les informations les plus récentes laissent penser qu'il y aura un statu quo sur la géographie de la métropole. On restera sur la petite couronne et donc la grande couronne qui serait exclue de la métropole du Grand Paris. Pour vous, c'est pas imaginable ça? Je pense surtout qu'il faut encore une fois faire preuve de pragmatisme, et c'est vraiment le message que nous envoyons. Aujourd'hui, on travaille le
sens de l'histoire, c'est quoi? C'est de mutualiser les biens et les moyens. On travaille sur un rapprochement, sur une fusion entre le département 78 et le département 92. Pas pour de la flagornerie, pour montrer que lorsqu'on est unis, c'est bien plus important et puissant. Je prends le cas des sociétés d'économie mixte interdépartementales Citalios, qui devient vraiment une richesse économique pour permettre à nos concitoyens d'avoir des projets que nous pouvons porter. Si demain, c'est simplement dénoyauter les compétences et d'avoir une espèce de grande coquille vide, ça ne pourra pas fonctionner. Ça nous rajoutera des couches administratives qui coûteront de l'argent aux contribuables et à l'État, et qui n'empêcheront pas l'État d'avoir 2000 milliards 220 millions de dettes, etc. Où en est d'ailleurs ce projet de fusion entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines? Vous attendez l'aval du gouvernement? Qu'en est-il? Vous discutez avec lui directement? D'abord, je rappelle que ce projet de fusion a été voté à une très large majorité, à la fois au conseil départemental du 78 et également au conseil départemental des Hauts-de-Seine, cher à Patrick Devedjian. Aujourd'hui, l'État doit se positionner, mais pour nous tous, les élus de ces deux assiettes, on a encore rendez-vous en début de semaine prochaine pour pouvoir continuer à poursuivre nos travaux de mutualisation. Vous êtes optimiste, concrètement? Quels sont les bruits Moi, j'ai toujours été d'une nature optimiste. Donc, je pense qu'il faut être de farouches partisans de cette mutualisation. C'est d'abord une mutualisation au sein de l'intérêt général. Maintenant, si demain, on nous fait la démonstration qu'en nous dénoyautant, en transférant les compétences sans compensation de la part de l'État, c'est plus efficace, on ne sera pas de cela. Et on se battra pour démontrer à l'actuel gouvernement et au président de la République qu'ils font fausse route et qu'il faut écouter les gens de terrain. Encore une question, vous dites être optimiste, mais aussi réaliste, j'imagine. Imaginons, fin 2017, les Yvelines sont en dehors de la métropole du Grand Paris et que le projet de fusion a été refusé, retoqué par le gouvernement. On se prépare à de telles éventualités au conseil départemental? Aujourd'hui, on ne se prépare pas à de telles éventualités. Pas seulement, d'ailleurs, il faut retirer aussi simplement la singularité du conseil départemental des Yvelines, puisque l'ensemble des présidents des conseils départementaux de toute l'Île-de-France ont fait cause commune, justement, pour réclamer la même chose. Et dans ces départements, dans ces présidents-là, il y a encore une fois toutes les représentations politiques qui sont présentées. Donc encore une fois, on parle bien d'un intérêt général et certainement pas d'addition d'intérêt particulier. Merci Carl Olive d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le maire LR de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines et donc fondateur de la nouvelle association Génération Terrain. Merci beaucoup. Nicolas. Un nouveau visage à la tête de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. L'information a été officialisée jeudi après-midi. Le professeur Alain Bu a été élu par le conseil d'administration de l'établissement. Vous voyez son visage s'afficher à l'écran. Il remplace le professeur Didier Guillemot qui a remis sa démission en septembre pour des raisons de santé. Son mandat court jusqu'en mai 2020. Jeudi également, 77 personnes ont été évacuées sur différents campements situés à Saint-Quentin en Yvelines. Plusieurs familles ont ainsi dû quitter leurs installations sur Trappes et Montigny-le-Bretonneux. Elles ont été ensuite redirigées vers des chambres d'hôtels d'hébergement en Île-de-France. Un déplacement en dehors des Yvelines, faute de place qui inquiète justement les quelques membres des associations locales qui étaient présentes sur place. Écoutez. Il y a un jeune dont je sais très bien qu'il a un CDI, donc là on l'a empêché d'aller au boulot. J'espère qu'il ne va pas perdre son boulot. Il y en a 2 autres qui ont eu du mal à trouver un travail, qui depuis 8 jours en ont un. Donc là aussi ils ont téléphoné en disant on ne peut pas venir travailler, mais voilà, ils vont être envoyés. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir plus de places d'hébergement dans le coin pour justement les héberger là où ils ont une vie, parce qu'ils ont vraiment une vie ici. À Guyancourt, toujours, la Croix-Rouge a officiellement inauguré son nouvel espace dédié aux parents et aux bébés cette semaine dans le quartier des Garennes. Vous voyez les images. Celui-ci doit notamment répondre aux difficultés économiques et sociales que peuvent rencontrer certaines familles avec, par exemple, des ateliers conseils pour les mamans ou encore la distribution de nourriture. Expérimentation qui a été lancée au mois de juin à Magny-les-Hameaux. Les élèves de l'école élémentaire Louis Weiss trient désormais leur plateau à la cantine. Objectif, les sensibiliser pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Un projet fruit du partenariat entre la commune, des associations et le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro dressent un premier bilan de l'opération éco-responsable. Alors, que vas-tu mettre dans le compost, dans la poubelle à compost? Est-ce que tu sais ce que tu peux y mettre? Les réflexes ne sont pas encore naturels pour cet élève de l'école Louis Weiss. Depuis le début du mois de juin, les écoliers trient ce qu'il reste dans leur assiette.
Ça peut aider la nature. J'adore la nature. J'y fais très attention. Pour ceux qui travaillent pour les déchets, ça leur permet de faire moins de travail. L'école élémentaire est la première des 9 établissements de la commune à tester cette expérience. Une sensibilisation qui se fait avec les élèves, les enseignants, des associations manicouises et les services municipaux. C'est en fait la plus grosse école de la commune, elle comprend 11 classes et à la restauration scolaire, il y a 245 élèves. Donc, un comptage a été fait et en moyenne, il y a 15 kilos de déchets par jour. Ces actions, comme beaucoup d'autres d'ailleurs que l'on mène dans notre école, s'inscrivent dans notre projet d'école. Dans ce projet d'école, il est prévu un volet Agenda 21 et donc nous sommes amenés en classe et avec les enfants à les sensibiliser sur tous les enjeux écologiques, les enjeux de protection de la planète, de protection de l'environnement et également sur le développement durable. Les restes sont ensuite jetés dans des composteurs installés dans la cour en début de semaine, un compost qui sera utilisé pour les espaces verts de la ville. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information en direct à lundi 18h sur TV78. D'ici là, restez informés et connectés grâce à notre site internet et nos applications TV78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.